Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser la question suivante. La philosophie peut-elle nous changer? Alors déjà, il faudrait définir ce que ça veut dire changer, puisqu'en général, on constate tous autour de nous que les gens changent assez peu. Euh, disons que pour qu'une personne puisse vraiment changer à long terme et durablement, en général, il faut qu'elle passe par une expérience très forte, ce qu'on pourrait appeler une crise, non seulement qu'il y ait donc une crise, donc une rupture entre l'avant et l'après, mais en plus qu'il y ait une prise de conscience et un travail de réflexion et sur les représentations qui seul permet que le sujet puisse se travailler de l'intérieur et par conséquent changer. Donc déjà, philosophie ou pas philosophie, je dirais que pour changer, voilà, il faut que ces deux ingrédients soient présents. Maintenant, si on regarde en quoi la philosophie pourrait éventuellement nous permettre de changer, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de philosophie, en tout cas de pratique philosophique. Car qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme pratique philosophique? Il y a trois formes de pratique. Il y a premièrement la pratique de la philosophie académique, hein, donc ce qui se passe quand vous êtes dans une classe avec un prof de philosophie. La deuxième, c'est la lecture, la confrontation à des textes philosophiques, qui peut donc se faire hors d'un contexte académique. Et puis la troisième, c'est ce que je pratique, et donc que j'appelle donc la pratique philosophique, et qui, elle, est une pratique en dialogue, qui permet à des pratiquants de se former aux compétences de la pensée avec un praticien qui questionne sans complaisance, un peu comme Socrate le faisait. Donc, est-ce que la philosophie académique peut nous changer? Je dirais non, pour des raisons assez simples. La principale raison, c'est qu'il y a une forme de, je dirais, de corruption, de corruption à la fois du professeur de philosophie par l'institution et de l'élève étudiant en philosophie par l'institution également. Le premier professeur, il n'a pas, je dirais, la latitude en général de provoquer ces ruptures chez son élève qui seraient nécessaires pour qu'il change, ni ce travail individuel qu'il faudrait faire sur ses représentations. Il n'en a pas le mandat déjà par l'éducation nationale, parce qu'en général, s'il socratisait, je dirais, ses élèves, il aurait beaucoup de plaintes des parents. Et deuxièmement, il n'en a pas la possibilité matérielle, puisqu'il est face à une trentaine d'élèves, et en plus, il n'y a pas en général le côté performatif et socratique, puisqu'il il transmet un cours, un savoir, et je dirais en général n'interpelle pas directement des sujets comme cela peut se faire par exemple dans un cabinet de psychothérapie. Donc il y a pas à partir du moment où il n'y a pas d'interpellation directe d'un sujet, on ne voit pas trop comment le sujet pourrait changer, si ce n'est uniquement par lui-même. Donc du coup, il n'y aurait pas besoin vraiment de philosophie pour cela. Et puis la corruption de l'élève lui-même, puisque l'élève en général n'est pas dupe, il est surtout là pour passer un examen, et il n'a pas, alors il peut avoir la volonté de changer, mais je dirais en général il ne prend pas suffisamment au sérieux la philosophie en elle-même telle qu'elle est enseignée, et se soucie surtout de passer son examen. Alors concernant la lecture, est-ce que la lecture de textes philosophiques peut nous changer? Encore une fois, je dirais que pour qu'elle puisse nous changer, il faudrait que cette lecture vienne percuter des préjugés ou des croyances ancrées en nous, qu'elle viendrait remettre en cause profondément. Ça peut arriver avec certains textes de la philosophie, hein, on le voit au travers de l'histoire de la philosophie, par des personnes qui ont été profondément impactées par la lecture de telle ou telle œuvre. Mais enfin, on peut dire que le changement était déjà préparé chez le sujet,
Et il est quand même difficile d'imaginer comment un livre qui, encore une fois, ne vous répond pas et ne vous questionne pas directement, on ne voit pas comment il serait à même de créer à la fois cette rupture dont je parlais au début, et en plus ce travail sur les représentations du sujet qui, encore une fois, est le seul à même d'opérer une transformation durable. Et donc, aujourd'hui, la seule manière que je vois d'effectivement pouvoir se transformer ou se changer par la philosophie, c'est par une pratique philosophique qu'on pourrait appeler une forme de parésia, comme le faisait Socrate, c'est-à-dire une pratique où le philosophe vous interpelle directement, vous dit les choses avec franchise, sans compromis, sans complaisance. Non seulement vous dit les choses, mais vous questionne de manière à voir quelles sont vos pensées, et à les remettre en question, à les remettre en cause, et à vous mettre finalement face à vous-même comme un miroir, et à provoquer une rupture, ce qui veut dire que s'il y a rupture, en général, c'est quand même des choses désagréables qui se passent. Il y a nécessairement, ce qu'on voit très souvent dans les dialogues de Socrate, une forme d'humiliation, une forme de honte. Souvent, les interlocuteurs de Socrate prennent honte parce qu'ils se rendent compte à quel point ils sont ignorants, ou pire, à quel point ils pensaient savoir, et ont basé leur existence sur des préjugés, sur des opinions fausses, etc. Donc il y a tout ce travail, je dirais, de déconstruction des croyances, des pensées, des opinions, des préjugés existantes, qui se fait par un travail de corps à corps, du questionnement sur le sujet, et en plus dans la durée. Et pour le travail sur les représentations, il y a aussi un travail de développement des compétences, donc je dirais de cisèlement des compétences, d'affinage de la pensée, d'apprentissage des mouvements, je dirais, de pensée, comme le questionnement, la problématisation, la conceptualisation, voilà, toutes choses qui ne s'improvisent pas, et qui nécessitent, je dirais, pour pouvoir travailler sur ces représentations, de le faire de manière méthodique et structurée. Donc on pourrait appeler ça une méthode, un système qui à la fois donc entraîne des compétences et propose à l'élève ou au pratiquant, un peu comme à l'instar de ce qui se passe dans un sport, par exemple dans un art martial, propose des exercices réguliers qui auront pour vocation à l'entraîner à changer son regard, à affermir sa pensée, et je dirais à développer une forme d'hygiène mentale, d'hygiène de pensée, qui lui permettra grosso modo de mieux la conduire. Et je rajouterais en plus que dans cette pratique, il faut que le praticien, on peut appeler ça le maître, puisqu'on est un peu malgré tout dans une relation assez déséquilibrée entre un maître et un disciple, de la même manière que quand vous apprenez le judo, vous avez le professeur de judo, le maître judoka, avec qui vous pouvez faire des combats et qui va vous montrer les bons gestes. Là, il y a un peu la même chose avec la pratique philosophique, où le philosophe praticien donc va montrer les gestes à l'élève qui lui permettront d'acquérir de nouvelles habitudes de pensée, de nouveaux gestes, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, mais également d'incarner lui-même de nouvelles attitudes qui sont proprement réflexives et qui aussi permettent de provoquer chez soi-même et les autres des ruptures. Et donc ces attitudes sont des attitudes de confrontation, de franchise, de confiance, c'est-à-dire de pouvoir dire à n'importe qui, à n'importe quel moment, ce qu'on pense en toute décontraction et en ayant la volonté, je dirais, d'une confrontation saine. Il y a des attitudes d'étonnement un petit peu, c'est-à-dire de ne pas arriver avec ses préjugés et d'être un peu comme un enfant et de mettre de côté tout ce qu'on sait pour questionner de manière authentique et pragmatique les personnes avec lesquelles
nous évoluons au jour le jour, et donc évidemment ça nécessite de faire confiance. Se faire confiance et de faire confiance à autrui et au sens commun. Et voilà, donc ces attitudes donc, constituent un ensemble donc, de postures qui sont, à mon avis, nécessaires pour que la philosophie en tant que pratique puisse prétendre à, je dirais, changer durablement des individus. À défaut de quoi, pour ma part, je trouve qu'elle est assez impuissante, si c'est uniquement pour avoir une culture philosophique, pour soi-disant produire des pensées intelligentes ou faire des grands discours pour briller dans la société. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. En tout cas, ça ne met pas du tout la philosophie en position à égalité avec d'autres disciplines comme les sciences qui, elles, sont beaucoup plus utiles que la philosophie en tant que pratique académique. Donc je dirais que si vraiment la philosophie prétend avoir une quelconque utilité, qu'elle se donne à faire en tant que pratique structurée, dialogique, méthodique, et qu'elle accepte donc de déranger un sujet, un peu comme le fait la psychologie ou la psychanalyse, mais qu'elle accepte voilà, de rentrer, si je puis dire, dans le sujet, de se frotter au sujet, de mettre les mains dans le cambouis pour que le sujet en question eh bien, travaille lui-même sur ses propres représentations. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant, je dirais, la puissance ou l'impuissance de la philosophie à changer un sujet en fonction de la conception de la philosophie que vous avez. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt, et puis vous pouvez aller voir plus d'informations sur la pratique philosophique sur mon site Dialogon, www.dialogon.fr. Merci, au revoir.